Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir. La traite des personnes est une pratique interdite au Mali. Malgré la ratification d'une convention en 2002, notre pays traîne encore les pas dans la lutte contre ce phénomène. Quel est l'état des lieux au Mali? Comment lutter efficacement contre la pratique? Alors, pour en débattre, nous avons sur ce plateau Alifa Habib Kone, il est avocat. Bonsoir. Bonsoir, M. Omoniare de l'AMDH sera avec nous au téléphone et Idrissa Aklinine de l'association Temet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, moi, je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. La traite des personnes est développée au niveau des grands centres urbains et des sites miniers. Selon certains observateurs, les textes visant à lutter contre la traite des personnes ont montré leurs limites, d'où la nécessité de prendre des dispositions particulières afin de mieux contrer la pratique. Alors, nous allons écouter cet élément du studio Tamani. La traite des personnes visées par la convention que le Mali a ratifiée en 2002, c'est des phénomènes nouveaux de criminalité organisée. La traite se manifeste à travers la prostitution forcée, ça se manifeste à travers l'exploitation de la mendicité d'autrui. Alors, avez-vous une idée par rapport au nombre des enfants ou des femmes qui sont impliqués justement dans cette pratique au Mali? Pour le moment, nous ne disposons pas de statistiques fiables. Et d'ailleurs, c'est le but même de l'appel du ministère de la Justice à l'ONUDC pour venir former les membres du comité. Beaucoup d'entre eux ne font même pas la différence entre les différents concepts clés, notamment contre la traite des personnes, les concepts clés de la traite des personnes, les concepts clés du trafic illicite des migrants et les concepts clés de l'exploitation de la mendicité d'autrui. Donc, pour maîtriser un phénomène, encore que ceux qui s'en chargent puissent avoir le maximum d'informations par rapport à ce sujet. Quelles sont les zones au Mali où ce phénomène est beaucoup plus développé? Les grands centres urbains, les zones minières, les zones de l'office du Niger. Toutes ces zones sont concernées par ce phénomène. Là où il y a la richesse, les criminels exploitent la vulnérabilité de ces enfants et de ces femmes. Il n'y a pas de consentement chez les enfants. Donc, ils arrivent à exploiter la faiblesse d'esprit de ces enfants. Et pour les femmes, c'est pour les miroiter, pour les dire que, alors, dans telle localité, vous pouvez vous faire de l'argent. Mais vous rentrez dans les réseaux sans le savoir. Peut-être c'est le bouche à oreille, peut-être c'est la misère, peut-être beaucoup d'autres trucs. Peut-être c'est des étudiants ou étudiantes qui n'ont pas les moyens. Mais on les met dans le système, mais c'est difficile d'en sortir. Alors, quelles sont les dispositions, les mesures que l'État a prises visant à réduire ce phénomène? Ou bien vous voulez dire que ces mesures-là sont limitées? En fait, nous avons une loi, la loi 2012-023 du 12 juillet 2012, relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Cette loi donne la définition de ces différents concepts, pose les sanctions, explique la procédure que les enquêteurs et la justice doivent suivre et parle aussi des mesures de protection des témoins et des victimes. Donc, cette loi existe. Certainement, il y a des insuffisances qu'il faudrait bien corriger. Alors, c'était l'avis de Boubacar Touré, il est conseiller technique au ministère de la Justice. Alors, Alifa Habib Kone, quel est l'état des lieux? L'état des lieux n'est pas très reluisant. Merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser de nouveau à vos auditeurs. Il faut également dire que ce phénomène n'est pas propre à notre pays. C'est un phénomène généralement qui se passe entre plusieurs États. Et si vous prenez ce phénomène au Mali, il n'est pas l'apanage seulement des Maliens, mais c'est vraiment pratiquement toute la sous-région. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Okay. Alors Idrissa Aklinine, vous au niveau de votre association Temet, vous luttez beaucoup contre tous ces phénomènes-là. Alors qu'est-ce que vous en savez? Quel est l'état des lieux à l'état actuel? Alors merci messieurs, merci de m'avoir donné la parole pour vraiment répondre à vos questions. Merci à vos auditeurs. Chez nous à Temet,
La traite des personnes, ce n'est pas tellement notre domaine d'intervention. Nous intervenons dans le domaine de l'esclavage par ascendance. Pour nous, la traite n'est que... Mais est-ce qu'il y a quelle est la nuance entre l'esclavage et la traite des personnes? La nuance, c'est que si vous prenez la traite, par rapport à la traite, c'est la victime même qui va vers le bourreau. Vous voyez. Par exemple, si vous prenez le cas des passeurs, c'est les victimes qui viennent vers eux pour leur dire faites-nous passer pour atteindre le tribut de la Méditerranée, ce qui n'est pas le cas de l'esclavage. L'esclave, c'est celui-là qui est là, qui a une propriété d'une autre personne, sur laquelle certains attributs du droit de propriété s'exercent. Il est là, il est susceptible d'être échangé, d'être vendu, d'être loué, d'être même gagé. Voilà un peu la nuance entre la pratique d'esclavage par ascendance au Mali et la traite. Pour nous, la traite n'est qu'une pratique seulement assimilée de l'esclavage. Mais est-ce qu'il est permissible de dire que la traite des personnes est en voie d'augmenter dans notre pays et l'esclavage est en voie de disparaître plutôt? C'est permissible? Non, c'est pas permissible. Au contraire, c'est l'esclavage même qui est là, il persiste. Parce que l'esclavage, pourquoi il persiste? Parce qu'il y a une négation. Le gouvernement du Mali nie qu'il y a l'esclavage au Mali. Donc rien n'est en train d'être fait pour l'éradiquer. Rien. Avant d'émettre, aucune organisation de la société civile n'a levé les petits doigts pour dénoncer l'esclavage. Alors que c'est un héritage de la société malienne, un héritage qui est là. Il ne doit pas nous faire peur, on ne doit pas le fuir. Au contraire, on doit y faire face pour vraiment trouver les mesures idoines pour l'éradiquer. Mais là, c'est notre héritage, il ne faut pas qu'il nous fasse peur, il faut l'assumer. Ouais. D'accord. Alors, Oumou Niaré, quel est l'état des lieux selon vous au niveau de l'AMDH? Bonsoir aux auditeurs de Tamani, de Tamani. Donc, effectivement, je suis Oumou Niaré, Madame Samake. Je suis première secrétaire chargée des affaires juridiques et judiciaires de l'Association malienne des droits de l'homme. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, l'état des lieux vraiment n'est pas du tout révisant. Comme il a été dit, nous avons effectivement des textes de loi qui répriment la traite des personnes et les pratiques assimilées. Cette loi existe depuis 2012, depuis juillet 2012, et aussi la traite aussi est réprimée dans notre code pénal. Donc, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de cas de condamnation de trafiquants ou en tout cas de personnes responsables de traite des personnes. Je pense que cela est aussi dû au fait que les textes de loi ne sont pas assez vulgarisés, ne sont pas assez connus. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de dénonciations par rapport au cas de traite. Donc, comme il a été dit, la traite des personnes et des pratiques assimilées, ce n'est pas l'apanage du Mali seulement. Tous les États sont concernés, que ce soit des États riches ou des États pauvres. Tous les États sont concernés par ce fléau, parce qu'ils sont soit pays d'origine, par exemple le Mali en général est un pays d'origine, ou pays de transit. Par exemple le cas du Niger ou de la Mauritanie qui ont des débouchés sur la mer, ou aussi un pays de destination qui peut être par exemple la France, l'Espagne, etc. Donc c'est pour vous dire que l'arsenal juridique est là, même s'il est imparfait, l'arsenal juridique est là, mais je pense qu'il faut davantage vulgariser les textes, sensibiliser, et c'est dans ce domaine que l'AMDH se focalise surtout. Par rapport, nous sensibilisons, nous faisons non seulement la sensibilisation, mais aussi l'information, et aussi nous collaborons avec les associations qui luttent contre ces pratiques. Okay. Je pense que le président de TEMED en avait parlé. Lui, à leur niveau, ils s'occupent de la répression en tout cas de l'esclavage, qui est une forme de traite. Mais il n'y a pas que l'esclavage. Il n'y a pas que l'esclavage. Il y a la mendicité, qui est aussi une forme de traite. Il y a la servitude.
Il y a beaucoup de choses, d'autres infractions, notamment le trafic illicite même de migrants, qu'on considère comme une pratique assimilée. Okay. Donc c'est pour vous dire que le champ est très vaste et le combat qui a mené est un combat très rude. Oui, mais maître, Madame Samaké, Aklinine disait tout à l'heure que pour le cas de l'esclavage, donc on voit que c'est contre la volonté même de la personne et dans le cas de la traite. Mais dans le cas de la traite, là, est-ce que ce soit pour ou contre quand même la volonté de la personne? Il n'y a pas traite de personnes? Non, la traite des personnes, déjà la définition, même quand on parle de traite des personnes, c'est le transport, le recrutement, notamment le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes à l'intérieur tout comme à l'extérieur d'un pays. Parce que là, dans le cas de la traite des personnes, il faut soit recourir à la menace ou à la violence ou la fraude ou la tromperie. Mais la finalité de la traite, c'est l'exploitation. Tout comme la finalité de l'esclavage, c'est l'exploitation. Donc, dans les deux cas, il y a un juste consentement. Personne, je pense qu'aujourd'hui, aucun être humain ne peut consentir à l'exploitation. Ne peut consentir à l'exploitation. Donc là, c'est pour ça qu'il faut aussi faire la différence entre traite des personnes et trafic de migrants. Okay. Par exemple, avec le trafic des migrants, là, il y a le consentement de la personne. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Idrissa Aklinine, alors, quels sont les facteurs qui favorisent la pratique? Si vous êtes pratiquement sur le terrain, est-ce que vous avez remarqué des facteurs qui favorisent quand même la traite des personnes? Les facteurs qui favorisent la traite de la personne, c'est pour nous c'est la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui exploitent la pauvreté d'autrui. C'est le chômage. C'est manque d'opportunités, si vous voulez, au niveau local, au niveau régional. Voilà un peu quelques facteurs qui favorisent vraiment la traite au Mali pour nous. Ok. Alors, Monsieur Alifa Habib Koné, je peux vous appeler Maître Koné, j'espère. Oui, ok, voilà, Maître Koné. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent, en dehors de ce que Aklinine vient d'avancer? Et on peut ajouter peut-être l'ignorance. L'ignorance, la vulnérabilité des victimes, parce que c'est ça essentiellement quand vous regardez effectivement la définition. Et dans beaucoup de cas, on profite de la faiblesse ou de la vulnérabilité de la personne qui est victime de traite. Et ce sont ces éléments qui, effectivement, en ce moment, deviennent des facteurs aggravants lorsque la personne qui se rend coupable de ces infractions est poursuivie et doit être condamnée. Il ne faut pas oublier la pauvreté, la grande pauvreté. Vous avez cité les cas des mines, vous avez cité les cas de l'Office du Niger et tous les restes. Pour les pratiques assimilées telles que la mendicité, par exemple, ou même la traite des migrants, derrière, vous voyez, c'est essentiellement l'état de pauvreté généralisé. Donc, à mon avis, c'est essentiellement l'état de pauvreté généralisé et maintenant l'ignorance d'un autre côté. Et pour finir, n'oublions pas non plus la culture. La culture et quand je parle de culture, c'est non seulement sociale, mais également religieuse. Et en parlant de mendicité, par exemple. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau pour débattre de la question de la traite des personnes, une pratique de plus en plus courante au Mali, avec nos invités, Maître Alifa Habib Koné, avocat, Madame Samaké Oumou Niaré, secrétaire aux affaires, première secrétaire aux affaires juridiques de l'AMDH, Idrissa Aklinine de Temed. Alors, Maître, quelles sont les couches qui sont généralement exposées pour ce qui concerne la traite des personnes? J'expliquais qu'il s'agit essentiellement des couches vulnérables. Et quand je parle de couches vulnérables, c'est essentiellement les enfants, c'est les personnes âgées
mais c'est également les personnes handicapées. Donc, à mon avis, c'est dans ces 3 catégories essentiellement qu'on recrute les personnes victimes. Okay. Alors, Madame Samaké, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette liste des personnes qui sont exposées à la traite des personnes? Oui, effectivement, comme l'a dit Maître, ce sont les couches vulnérables, là, notamment les plus exposées, mais ce sont les femmes et les enfants. Parce qu'on constate que c'est vrai qu'on n'a pas de statistiques vraiment fiables, mais pratiquement tous les cas qu'on voit, les cas de traite qu'on rencontre, ce sont des femmes, des enfants et des jeunes hommes. Ça, c'est par rapport au trafic illicite de migrants. Ce sont des jeunes, en général, entre 16, 20, 25 ans, 30 ans. Qui aspirent à aller vers d'autres horizons pour essayer de gagner leur vie. Mais en général, au niveau du Mali et même de la sous-région, ce sont les femmes et les enfants qui sont victimes de traite. Pour les enfants, en général, c'est la mendicité. On les incite à la mendicité, afin d'exploiter les revenus qu'ils peuvent avoir à travers cette mendicité. Aussi, les femmes, en général aussi, souvent même qu'on fait rentrer sur le territoire malien en leur disant dans leur pays d'origine, je ne veux pas citer le pays en tant que tel, mais en leur disant dans leur pays d'origine qu'ils vont venir travailler soit dans des familles, ou en tout cas avoir des travaux décents, un travail décent, qui se retrouve dans des maisons closes, ou en tout cas sur les sites miniers qu'on oblige à se prostituer. Donc les couches vulnérables, effectivement, ce sont les femmes, les enfants et les jeunes, notamment pour le trafic de migrants. Okay. Alors, Idrissa Aklin, vous avez une réaction? Idrissa Aklin, alors l'actualité au Mali, c'est aussi quand même le terrorisme. Est-ce qu'il est possible d'établir un lien entre ce phénomène et le terrorisme? Pour nous, ce phénomène nourrit le terrorisme. C'est la sève même du terrorisme, parce que le terrorisme même recrute en général dans ces catégories-là. Parce que c'est des gens désemparés, sans aucune opportunité, ils sont là. Le terroriste, c'est le combattant idéal. Il faut lui recruter, lui proposer quelque chose, lui promettre des merveilles. Puis voilà, vous l'avez. Et vous faites de lui un véritable combattant, sinon une véritable machine à tuer. Voilà. Donc pour nous, il y a forcément un lien. L'un nourrit l'autre. Maître Koné, un lien avec le terrorisme? Oui, effectivement, je suis parfaitement d'accord. Et d'où l'importance pour l'État, pour tous nos États, de lutter contre ce phénomène, parce que des personnes victimes des traites, nous l'avons dit, c'est essentiellement des personnes vulnérables. Et dans la définition, en fait, la personne finalement n'a plus tout son consentement. Au début, par une tromperie ou par la violence ou la menace, on l'entraîne avec soi et on l'utilise à faire des choses qui ne lui plairaient pas dans un état normal. Et nos États en sont tellement conscients que moi, je reviens du congrès de la Fédération africaine des associations et unions de jeunes avocats qui s'est tenu à Niamey tout dernièrement. Et justement, le thème central était migration et traite des personnes. Et dans ce sujet, il y a un exposé qui a porté effectivement non seulement sur la migration, mais effectivement sur les liens entre le terrorisme et la traite des personnes. Donc, à mon avis, on ne peut vraiment pas séparer ces deux sujets de traite et de terrorisme, parce que comme l'autre l'a dit, l'un nourrit l'autre. Mais au-delà du terrorisme, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres conséquences? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences de ce phénomène-là? Les conséquences sont innombrables. Les conséquences négatives parce que vous imaginez des enfants qui subissent ce genre de traitement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Des femmes qui sont obligées de se prostituer pour que quelqu'un d'autre en profite, parce que c'est ça en fait l'élément. Et concernant la traite des migrants, vous voyez, le Mali est très intéressé parce que nous avons beaucoup de jeunes
qui sont des braves valides qui partent à l'aventure comme ça, pensant trouver l'Eldorado et qui se retrouvent dans une situation qu'ils ne désiraient pas. Et justement, lors de mon séjour au Niger, j'en profite pour remercier les autorités de l'ambassade là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'une centaine de Maliens qui devaient être rapatriés d'Algérie et qui sont dans cette situation. Et l'ambassade est obligée, M. Diakité et son équipe sont souvent obligés de mettre la main à la poche eux-mêmes pour prendre en charge des situations du genre. Donc, c'est vous dire que le phénomène est très grave et a des conséquences assez lourdes. Ok. Alors, Samake Oumou Niare, alors quelles sont les conséquences en plus de ce que Maître vient de nous avancer? Oui, les conséquences sont très nombreuses, parce qu'il faut savoir que en fait, la traite des personnes, c'est une activité criminelle qui est de plus en plus dominée par des réseaux criminels organisés et transnationaux. Et ça a une haute rentabilité et à moindre risque aussi, il faut le dire, parce que souvent, les peines sont souvent très faibles et ce sont des réseaux qui sont bien huilés, bien organisés. De ce fait ce qui fait que souvent, il est très difficile d'attraper les trafiquants. Les trafiquants en général qu'on arrive à arrêter, ce sont en général pas, comment on appelle, les têtes de liste. C'est en général ce ne sont pas les responsables même de ces réseaux. Comme on dit, c'est le mini-flotté en général qu'on attrape. Et il faut dire que les conséquences vraiment sont catastrophiques. Et déjà sur l'économie, comme l'a dit Maître, ce sont des jeunes qui vont à l'aventure, ce sont des bras valides, des femmes aussi qui, non seulement qu'on oblige à se prostituer avec toutes les maladies que nous connaissons, notamment le VIH-Sida, le MST, les enfants aussi, les petites filles qui se retrouvent à un âge 14, 15 ans, voire 13, 14 ans, avec des grossesses. Ce qui fait que vraiment les conséquences sont catastrophiques pour tout le pays. Donc je pense que vraiment il faut prendre des dispositions idoines pour, même si on ne peut pas arrêter le phénomène, en tout cas pour ralentir ce phénomène. Oui, mais en fait, quelles sont les voies de recours? Parce que si on se trouve d'aventure, que ce soit avec ou contre votre volonté, vous vous retrouvez dans cette situation, quelles sont les voies de recours que vous préconisez? Une personne qui est victime de traite, déjà, il faut qu'elle se reconnaisse victime de traite. Et comme je l'ai dit plus tôt, le consentement à ce niveau n'est pas opérationnel. Quelqu'un qui est victime de traite ne peut pas être consentant. Donc, même quand la personne est consentante, la personne n'est pas consentante pour être victime de traite. Donc, il y a toutes les possibilités pour cette personne de porter plainte, au niveau des juridictions de ce pays. Parce que la traite, il y a quand même la loi spécifique qui réprime la traite des personnes, qui est aussi, la traite est aussi réprimée dans le code pénal. Il y a aussi beaucoup d'associations, notamment la MDH, beaucoup d'autres, qui sont là aussi pour aider les victimes de traite. Donc, nous demandons souvent aux victimes vraiment de se référer aux associations qui sont aussi plus aptes à les accompagner pour porter plainte. Mais en fait, de façon pratique, parce que nous savons quand même qu'au niveau de la justice, on dit que la justice quand même est gratuite, mais peut-être un pauvre type qui se retrouve dans ce cadre-là et qui n'a même pas toutes les informations, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans son cas? Oui, c'est là où je dis qu'il faut faire recours aux associations, parce que c'est vrai que la procédure est gratuite, mais il y a quand même des frais. Je parle sous le contrôle de Maître Koné. Il y a notamment les honoraires des avocats, mais en passant par des associations telles que la MDH, telles que d'autres associations, nous pouvons venir en aide à ces victimes, leur trouver des avocats, leur donner des moyens techniques pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir aussi suivre leur dossier au niveau des juridictions. Ok. Voilà, Idrissa Aklinine, votre zone de prédilection, ça c'est la lutte contre l'esclavage. Mais vous vous retrouvez en luttant contre l'esclavage, vous vous retrouvez dans un cas quand même de traite de personnes. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple et qu'est-ce que vous avez fait pour aider la personne en question?
Si sur le terrain on trouve un cas de traite, on les réfère aux organisations SER qui luttent dans ce domaine. Alors, c'est ce qu'on fait si on rencontre un cas de traite sur le terrain. On les réfère aux organisations SER qui luttent dans ce domaine. Mais vous en rencontrez très souvent dans votre quotidien? Oui, bien sûr, on en rencontre Mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée quand même par rapport à l'ampleur quand même de la chose et quels sont les cas où, peut-être tantôt madame précisait qu'il n'y a pas eu d'exemple de condamnation et qu'est-ce qu'il en est devenu dans ces cas? Bon, nous, à partir du moment où on met ces cas à la disposition de l'organisation SER, on tourne vraiment, on ne s'assure plus vraiment de ce qui se passe. On met seulement les cas à la disposition, on les réfère à l'organisation SER qui est dans ce domaine, et puis voilà, c'est tout ce qu'on fait. Maintenant, on ne suit pas s'il y a un procès, s'il n'y a pas eu de procès, ça, nous, on ne suit pas ça. C'est l'organisation à laquelle a été référée de gérer son cas. Okay. Alors, maître, voie de recours à votre niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, vous, en tant qu'avocat? Qu'est-ce que vous conseillez peut-être à quelqu'un, peut-être même qui ne savait pas, mais qui vient de se retrouver quand même dans la pratique et être victime quand même de la pratique? Qu'est-ce que vous conseillez? C'est à ce niveau que la sensibilisation doit se faire. Parce que l'État et en fait les pays membres des Nations Unies sont tellement conscients qu'il y a un dispositif spécial de lutte contre ces phénomènes et des procédures spéciales. Et effectivement, Mme Samaké le disait tout à l'heure, dans ces cas précis, il est même l'État, disons la loi reconnaît même la possibilité pour les associations qui aident les victimes à les représenter en justice. Et dans les cas où il s'agit par exemple d'un mineur qui n'a pas l'autorité parentale ici ou une personne qui peut assurer l'autorité parentale, le juge ou le procureur qui fait la procédure peut conférer la tutelle à l'association directement pour parler en son nom. Et la procédure est tellement spécifique que les mesures de perquisition, par exemple, sont autorisées à toute heure, de jour comme de nuit. Et les confiscations, les saisies peuvent se faire en cours de procédure. Ce sont des mesures qui sont destinées à faciliter non seulement la recherche, la répression et la procédure. Et pour terminer, ce qui est davantage intéressant, c'est que un peu comme on l'avait vu en matière de lutte contre l'enrichissement illicite, lorsqu'il y a quelqu'un qui est complice de ces phénomènes et que la personne dénonce les autres, la personne effectivement peut échapper aux poursuites. Et dans les mêmes sens, il y a des mesures spécifiques de protection des victimes. Lorsqu'une victime dénonce son bourreau, par exemple, le juge peut d'office, contrairement à ce qui est ordinaire, dans la procédure normale, l'audience est publique, tout le monde peut assister à l'audience, mais dans ces cas précis, le juge peut d'office décider de faire le procès en huis clos. Et l'État peut décider de prendre des mesures de protection spéciale des victimes. Vous voyez, tout ça, ce sont des mesures spécifiques pour donner la chance à la recherche et à la poursuite de ces infractions. Mais encore faudrait-il qu'on ait l'information et je crois que c'est à ce niveau que se joue réellement la lutte. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour sur ce plateau, la traite des personnes prend-elle de l'ampleur au Mali? Alors pour en débattre, Maître Alifa Habib Koné est avocat, Madame Samaké Oumouniare de l'AMDH et Monsieur Idrissa Aklinine de l'association Temed. Alors comment lutter efficacement contre la pratique? Troisième et dernière partie. Alors, Madame Samaké, que dit la loi précisément sur la pratique? Oui. Par rapport à la traite des personnes, déjà la loi de 2012 fait une différence entre la traite des personnes et le trafic de migrants. On parle de traite des personnes et de pratique assimilée. Donc, comme je vous disais, la traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays. Mais en ayant recours à la menace.
en ayant recours à la menace, mais toujours avec à l'idée l'exploitation, c'est-à-dire la finalité, c'est l'exploitation de l'autrui. Par exemple, pour la prostitution, l'exploitation sexuelle, le travail forcé, l'esclavage, c'est aussi un pan de la traite des personnes. Donc, par rapport aux peines, précisées dans la traite, dans la loi dit que toute personne coupable de traite des personnes est punie de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et facultativement de l'interdiction d'une interdiction de séjour qui peut aller de 1 à 10 ans. Donc là, c'est par rapport à la traite des personnes. Donc, il y a des circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit d'un enfant. Que là aussi, il faut le noter, parce que là, si la victime est un mineur de moins de 15 ans, donc là, ce sont des circonstances aggravantes. Donc, ça peut aller de 5 à 20 ans d'emprisonnement. Oui. Voilà. Oui, donc là, c'est par rapport à la traite. Donc, les pratiques assimilées, par exemple, l'exploitation de la mendicité d'autrui, là aussi, lorsqu'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, comme je l'ai dit, d'un mineur, là aussi, c'est une circonstance aggravante. Et les peines peuvent aller de 2 à 5 ans d'emprisonnement et aussi accompagnées d'amende, qui peuvent aller jusqu'à 2 millions. Oui, mais madame, quelle est la juste limite qu'on peut quand même observer parce que ici, généralement, les enfants quand même sont placés quand même pour des travaux à domicile. On parle tantôt de violence sur les enfants, de lutte contre le travail forcé des enfants. Mais quelle est la limite qu'on peut observer quand même dans ce cas-là avec la traite des personnes? Non, là, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il s'agit d'un mineur, ce sont des circonstances aggravantes. Donc, comme l'a dit Maître, je pense que là, il faut faire beaucoup de sensibilisation, d'information. Parce que il faut que les gens puissent dénoncer. Pour que les personnes qui sont victimes, en tout cas si ce sont des mineurs, les personnes responsables de ces mineurs puissent aller porter plainte. Parce que là, il faut vraiment un travail en amont. Il faut par exemple, comme avec l'esclavage, comme l'a dit le représentant de CEMED, ce sont nos coutumes qu'il faut battre en brèche. Donc, il faut aller avec beaucoup de textes. Il faut sensibiliser la population, les informer déjà par rapport à l'existence de cette loi et des peines que les personnes, les uns et les autres peuvent encourir en cas de traite de personnes, notamment des enfants. Par rapport à la mendicité, nous voyons tous les jours les enfants qui sont au bord de la rue. Ils ne sont pas au bord de ces rues-là par eux-mêmes. En général, ils ont des marabouts qui les recrutent et à la fin de chaque journée, ils doivent amener quelque chose à ce marabout. Mais c'est quand même quelque chose, c'est un thème qui est très sensible. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation. La loi est là. La loi sur la traite, elle est là depuis 2012. Il faut davantage la vulgariser, davantage informer les gens. Aussi par rapport à l'esclavage, qui est un pan de la traite. Il y a, je parle sous le contrôle du représentant de CEMED, il y a un projet de loi sur la répression de l'esclavage. Je pense que là aussi, il faut faire un plaidoyer au niveau de l'État pour que cette loi puisse être votée et divulguée et puis informer aussi les populations. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, c'est un travail de sensibilisation au niveau local, au niveau des familles, au niveau des quartiers, pour pouvoir combattre ce fléau. Ok. Alors, Idrissa Aklinine, vous venez d'écouter Madame tout à l'heure par rapport à ce que dit la loi quand même sur la question. Alors, vous, dans votre quotidien, quelles sont les insuffisances que vous avez constatées quand même par rapport à l'application de cette loi-là? Avoir une loi est une chose, l'appliquer est une autre. Il arrive très souvent que notre pays se dote de lois, mais il n'y a pas d'application après. Donc la seule insuffisance que nous avons notée dans le cadre de la traite de personnes, c'est l'inapplication de la loi.
Maintenant, en matière d'esclavage, il n'existe même pas de loi. On avait un partenariat avec le ministère de la Justice. Ce partenariat a abouti à l'élaboration d'un projet de loi. Ce projet de loi a été même inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres juin 2016. À la dernière minute, il a été retiré. On ne sait pas pourquoi. Et depuis l'arrivée de l'actuel ministre de la Justice, nous l'avons écrit maintes fois, mais il n'a jamais daigné répondre à notre correspondance. Jamais. Donc la loi est là où elle est bloquée. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons reçu aucune explication officielle qui fait qu'elle est bloquée. On n'a pas. Mais les plaidoyers, on continue les plaidoyers. Il y a même une coalition nationale de lutte contre l'esclavage composée de plusieurs organisations de la société civile, dont l'AMDH même, qui est là. Elle continue les plaidoyers grâce au soutien d'un partenaire à Barouli, les barreaux américains. On continue les plaidoyers, on est là, donc on lutte. On espère qu'il sera un jour adopté. Okay. Alors, Maître Koné, des insuffisances que vous voulez ajouter quand même à ce constat-là? Oui, des insuffisances qui résident essentiellement, comme l'expliquait Mme Samaké, à cet art social. Et quand je dis social, c'est les coutumes et également la religion. Vous voyez tous ces enfants qui déambulent entre les véhicules souvent jusqu'à 1h, 2h du matin, mais le phénomène est très sensible. Et je crois que l'insuffisance réelle, c'est à ce niveau. Il faut qu'au niveau de la société civile, que la société civile s'implique, les leaders religieux également. Je crois que c'est simplement à partir de cela que nous pourrons venir à bout. Sinon, depuis mars 2016, un plan d'action de lutte contre ces phénomènes a été officiellement lancé. Des mesures ont été annoncées. Mais il faut reconnaître que c'est un phénomène assez difficile à combattre. Parce que, en fait, le problème, c'est nous-mêmes. Et chaque fois qu'un problème du genre existe, il est assez difficile à combattre. Personne ne veut se faire indexer pour n'être pas suffisamment religieux. Et voilà, je crois que c'est à ce niveau que la difficulté existe réellement. Mais au Mali, on est vraiment champion quand même dans la ratification des conventions. Et vous l'avez tantôt constaté avec l'intervention de Boubacar Touré. Le Mali a ratifié une convention depuis 2002 concernant cette pratique. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement quand même après la ratification? Qu'est-ce qui a été concrètement fait pour faciliter quand même la vulgarisation et vraiment l'application quand même de la convention? Non, en réalité, je crois qu'on n'avait même pas besoin d'attendre la ratification de cette convention. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les autres textes protecteurs des droits de l'homme, on vous dit textuellement, si vous prenez la rédaction, on vous dit toujours que l'esclavage, la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes et que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Vous prenez notre constitution qui est en vigueur, vous retrouverez exactement les mêmes dispositions. Donc c'est vous dire qu'en réalité, on n'a pas besoin d'un texte. L'homme, normalement, les hommes naissent libres et égaux et rien qu'à partir de ce concept, dès qu'on est d'accord pour ça, on doit lutter contre tous ces phénomènes. Et je crois que l'État est en train de s'organiser, aidé en cela par l'ONUDC et les Nations Unies. Le phénomène a pris de l'ampleur et je crois que la lutte sera beaucoup plus organisée parce qu'on s'est rendu compte que derrière ces phénomènes, il va alimenter essentiellement le terrorisme et vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois qu'on parle de terrorisme, les États sont assez mobilisés. Donc je suis optimiste et je crois que la lutte, elle va se mener. Alors, Madame Samaké Oumou Niaré, qu'est-ce qui a été pratiquement fait au Mali quand même pour la vulgarisation de la convention qui a été ratifiée et vraiment dans la lutte pratique même contre la traite des personnes ici au Mali?
Donc, comme l'a dit Maître, effectivement, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tout individu a droit au respect à la dignité. Donc, effectivement, avec le protocole de Palerme, la Convention de Palerme, que la loi de 2012, c'est sur cette convention, notamment la définition de la traite dans la Convention de Palerme, c'est sur cette définition que le Mali s'est basé pour donner la définition de la traite des personnes dans la loi de 2012. Cette loi existe depuis 2012 et au niveau du ministère de la Justice, à l'époque aussi qui était le ministère des droits de l'homme, on a mis en place une commission. Allez-y rapidement, on est un peu coincé par le temps. On a mis en place un comité qui cherchait de vulgariser ce texte et aussi qui fait des formations. Même actuellement, je crois depuis il y a une formation par rapport à cette loi et par rapport aussi aux avancées et aussi à ce qu'il faut faire justement pour combattre ce fléau. Donc les textes sont là, il faut les textes, parce que pour réprimer, il faut obligatoirement des textes de loi. Mais à l'intérieur, nous battons, comme je l'ai dit, nous faisons du plaidoyer de la sensibilisation et je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel aux autres associations aussi pour nous venir en aide par rapport à la sensibilisation et à l'information. Ok. Merci beaucoup, Maître Alifa Habib Kone, avocat. Madame Samake Oumou-Niaré, premier secrétaire aux affaires juridiques au niveau de l'AMDH. Idrissa Aklinine de Temed, une association qui lutte contre l'esclavage au Mali. Alors nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Alors réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo et mis en onde par Salim Djouara. La régie vidéo était assurée par Nouhoun Diré et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.